Je pense que le problème principal n'est pas le problème d'épuisement, parce que si il faut attendre l'épuisement, on nous annonçait l'épuisement dans les années 2000, et puis on trouve d'autres ressources fossiles comme le gaz de schiste, comme le pétrole issu du schiste. Et donc, il y a toujours moyen d'en trouver, ça coûte de plus en plus cher, et il faut aller les chercher avec des techniques beaucoup plus invasives, comme pour le pétrole de schiste. Il ne faut pas attendre que notre planète soit complètement réchauffée et qu'on ait des dizaines de milliers de morts pour se dire qu'il est temps de changer les choses. Mais ce qui est aberrant, c'est d'utiliser du pétrole pour faire des choses comme l'énergie, pour lesquelles il y a des énergies alternatives non polluantes. Les trois manières de produire l'hydrogène sont d'une part ce qu'on appelle le réformage du gaz naturel avec de la vapeur d'eau. Malheureusement, évidemment, si on prend du gaz naturel, qu'on chauffe de la vapeur d'eau et qu'on fait du réformage, forcément le gaz naturel est en CH4, on émet du CO2. Et donc ça n'est viable que si on récupère le CO2. Deuxième possibilité, c'est la gazéification par combustion de parties de charbon, solution à absolument éviter parce que c'est la plus émettrice de CO2. Troisième solution, c'est la produire à partir d'hydrolyse de l'eau. Donc on prend de l'eau qui est H2O au moyen d'électricité. On casse la molécule en H2 plus O2. Le O2 peut être récupéré ou peut être relâché dans la nature, puisque c'est un composant naturel de l'air. Évidemment, il faut que l'électricité utilisée provienne d'éoliennes, de panneaux solaires. Essentiellement, c'est les deux modes propres. Et donc, si on utilise ces électricités propres pour faire de l'électrolyse, ça permet d'avoir un hydrogène vert, ce qu'on appelle un hydrogène vert. L'inconvénient et la raison pour laquelle actuellement les industriels qui sont les gros consommateurs d'hydrogène, ce n'est pas les transports actuellement, c'est l'industrie qui est un gros consommateur d'hydrogène. La raison pour laquelle l'industrie utilise le réformage du gaz naturel, c'est tout simplement parce que ça coûte 2 à 3 fois moins cher que l'électrolyse de l'eau actuellement. Alors ça va changer dans le futur parce que on a de plus en plus de champs d'éoliennes. On en a en mer du Nord, il y en a en Vendée, il y en a au large de la Belgique. Et ces champs d'éoliennes, ils tournent en permanence quand il y a du vent, et en mer, il y a souvent du vent en permanence, y compris à des périodes où l'industrie n'a pas besoin d'autant d'électricité, la nuit par exemple, où on a moins besoin en pleine nuit d'éclairage. Et donc, au moment où il y a une forte production des éoliennes et en même temps des panneaux solaires, il y a des moments où le prix de l'électricité devient négatif sur les marchés parce que l'électricité ne se stocke pas. L'électricité qu'on produit doit être consommée au moment où on la produit. Et donc, on peut utiliser cette électricité quand elle est gratuite pour donc c'est les excès de production de l'électricité verte pour produire de l'hydrogène. Et là, évidemment, si on utilise des moments où l'électricité a un prix négatif pour produire l'hydrogène, là, évidemment, ça devient compétitif. Et donc, c'est pour ça aussi que la promotion de l'hydrogène est liée à la promotion des énergies renouvelables, de l'électricité renouvelable, à savoir des éoliennes et des panneaux solaires. C'est tout. C'est intimement lié. C'est ça qui permettra de faire de l'énergie, de l'hydrogène vert en utilisant les énergies renouvelables et pas plus le pétrole.
forme gazeuse. Il faut savoir que l'hydrogène est beaucoup plus léger que le gaz naturel, par exemple. Et donc, son inconvénient, c'est que ça prend beaucoup plus de place. Il est plus énergétique que le gaz naturel, l'hydrogène, mais il est très léger. Et donc, il faut, au kilo, il est meilleur que le gaz naturel, au point de vue de production d'énergie, mais pas au litre, parce qu'il prend beaucoup plus de place. Donc, deux solutions. Soit on le transporte compressé. Dans les véhicules compressés, il est à 700 bar, donc c'est une compression importante. Soit on le transporte sous forme liquide. Mais là, malheureusement, pour forme liquide, il faut aller à moins 263 degrés pour le rendre liquide, et ça coûte très cher. C'est ce qu'on fait pour transporter le gaz naturel. Là, c'est moins 168 degrés. Entre le Qatar et Dunkerque, puisqu'on est en train de construire un terminal métallier à Dunkerque, entre le Qatar et Dunkerque, c'est à moins 168 degrés qu'on transporte le gaz naturel. C'est possible, mais c'est très coûteux, puisqu'évidemment, faire du froid, ça coûte cher. Et alors après, le remettre sous forme gazeuse à l'arrivée, il y a même un projet à Dunkerque d'utiliser le froid qui sera restitué par le gaz pour mettre une usine de congélation du poisson pêché à Boulogne. On peut faire de l'écologie industrielle, récupérer le déchet de là, qui est ici le froid, pour éviter de faire du froid pour congeler du poisson. J'avais étudié le développement d'un réseau de transport de l'hydrogène depuis ces lieux de production, qui peuvent être par exemple des champs offshore en Vendée, vers les lieux de consommation, dans l'hypothèse où on avait fait un modèle dynamique donc jusqu'en 2050, en supposant que l'hydrogène allait progressivement augmenter sa part dans le parc automobile, en terminant soit par une hypothèse très optimiste, 75%, soit une hypothèse plus réaliste, 20%, à l'horizon 2050. Si on a 20%, et je pense que les camions, par exemple, seront les gros utilisateurs, mais aussi des trains, par exemple en Allemagne, on a remplacé les trains diesel par des trains hydrogène, ça fonctionne déjà. Les bus à Dunkerque, on a des bus à l'hydrogène, donc la technologie existe déjà et circule déjà pour les trains, pour les bus, pour les camions. Et donc, lorsqu'on doit amener des lieux de production qui sont souvent pas au cœur des villes vers l'endroit où on en a besoin, j'ai étudié la meilleure infrastructure. Alors, la bonne nouvelle pour le gaz, enfin pour l'hydrogène, c'est que ça se transporte très bien en pipeline. Installer des pipelines, donc des gazoducs, ça coûte très cher à l'investissement, mais après à l'exploitation, ça coûte très peu cher. C'est un peu comme les énergies renouvelables. Installer des éoliennes, ça coûte très cher. Une fois qu'elles sont installées, l'entretien coûte nettement moins cher que l'entretien des centrales nucléaires. Et donc, il y a un investissement qui nécessite d'avoir un nombre suffisant d'utilisateurs, véhicules particuliers ou camions. Mais une fois que cet investissement est fait, un réseau de transport par gazoduc permet de transporter sans mettre de nouveaux camions sur les routes qui amènent, ce qui est le cas actuellement, aux stations-service. Ce sont des camions qui viennent avec le pétrole, le mazout de chauffage, on vient livrer chez vous par camion. Donc, pour vous amener un produit polluant comme le mazout, on utilise un moteur diesel hyper polluant, double peine. Pour vous amener la pollution, on fait de la pollution, alors que l'hydrogène qui peut être produit de manière verte peut être transporté par pipeline, donc par gazoduc, de manière verte, jusqu'aux stations-service. Il faut qu'il y ait au moins 10% de part de marché à l'hydrogène pour qu'on commence à développer le réseau. En dessous de ça, c'est plus économique d'envoyer des camions avec l'hydrogène. Au fur et à mesure que ça va se développer, ça va réduire les coûts, qui est le frein, pour moi, principal actuellement au développement de l'hydrogène, c'est que ça coûte plus cher que l'électricité, tout simplement parce que l'électricité bénéficie d'une chose qui a été payée et qui est amortie depuis longtemps, c'est qu'on a construit des centrales nucléaires dans les années 70-80, elles sont toutes amorties, elles ont toutes entre 30 et 40 ans, elles sont amorties.
le réseau électrique est là, il n'y a pas besoin de le construire. Et donc, d'un côté, on a un réseau de transport qui est déjà là, qui est efficace, une production qui est là et qui est à très grande échelle et efficace, et donc qui réduit au minimum les coûts. Et on n'a qu'un coût marginal d'utiliser le réseau. Et de l'autre côté, il faut développer l'infrastructure, il faut développer la production. Et donc, la seule possibilité, c'est d'avoir une volonté politique, comme ça a été le cas pour le plan de relance, 7 milliards pour l'hydrogène, c'est de lancer des productions propres d'hydrogène, c'est de construire un réseau de distribution de pompes à hydrogène un peu partout dans le pays pour amorcer la pompe. Et une fois que la pompe sera amorcée, c'est comme pour les panneaux solaires en Belgique, il y a une volonté très importante de se lancer dans le solaire, les panneaux solaires. Des primes très importantes ont été données au début parce que ça coûtait très cher. Ces primes ont eu un tel succès que ça a augmenté le prix de l'électricité pour tout le monde, puisque évidemment, même si l'État donne des primes, c'est le consommateur in fine qui s'est réparti sur l'ensemble des impôts des consommateurs, les primes qui sont données. Dans la partie sud du pays, la Wallonie, où il y a eu ce système de primes, il y a des jours où on a de l'électricité solaire gratuite parce qu'on produit beaucoup plus que le besoin de l'ensemble de la Wallonie. Et donc c'est quelque chose que, il y a 20 ans, on aurait dit que les panneaux solaires vont couvrir l'ensemble des besoins d'électricité pendant la journée. On aurait dit, vous êtes un écolo rêveur, et maintenant, ça se produit réellement. Simplement parce que le prix des panneaux s'est effondré depuis que la Chine s'est mise à les produire à la place de l'Europe. Et donc, je pense qu'avec une diminution du coût, l'usage va augmenter et ce sera bénéfique pour l'environnement.